Vous aimez mieux les disques ou la radio? Mais c'est du podcast. Oui, très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la bonté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un carrefour historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Caput Mundi un peu spécial pour deux raisons. Comme vous venez de l'entendre, l'épisode signe la participation de Caput Mundi au Podcaston, un événement francophone qui permet à plus de 300 podcasts de mettre en avant une association afin de faire appel à votre générosité et à votre solidarité. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de la Fondation des femmes. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous à la fin de cet épisode et en description pour visiter leur site et faire une promesse de don. Cet épisode est aussi spécial par son format, je ne vais pas vous raconter une page de la grande histoire de Rome comme dans un épisode classique, ni vous parler d'un sujet général à l'Empire comme j'ai l'habitude de le faire lors de mes hors-séries, mais nous allons entrer par la petite porte de l'histoire de Rome afin de toucher au quotidien, aux familles et aux coutumes des Romains. Pour ce faire, je vous propose un nouveau format, le laboratoire de Caput Mundi. Le principe est simple, nous allons nous mettre dans la peau d'un chercheur, d'un historien ou d'un archéologue qui vient de découvrir une source et le travail que l'on peut faire à partir de cette dernière. Aujourd'hui, vous êtes un archéologue de la seconde moitié du 19e siècle et vous venez de mettre la main sur une inscription. Partons à sa découverte. Lorsque l'on trouve une inscription, ou même si l'on doit seulement l'étudier, il faut la décrire, pour lever toute ambiguïté, mais aussi pour aider les futurs lecteurs, ou les auditeurs, dans mon cas, qui n'auraient pas accès immédiatement à l'inscription. Il s'agit d'un cippe de calcaire, un cippe étant une sorte de petit temple ici représenté sous la forme d'un autel. Découvert en 1856 dans le jardin des Dames de Saint-Michel, dans le quartier de Saint-Irénée, à Lyon. L'inscription est aujourd'hui au musée gallo-romain de Lyon-Fourvière, dans la salle numéro 15, numéro 326. Elle mesure 127 cm de hauteur pour 61 cm de largeur et 40 cm de profondeur. La pierre est taillée, il y a une petite cavité en son socle et un trou dans la pierre masque une petite partie du texte. Le texte, justement, notre épigraphie, le champ épigraphique, prend toute la face avant. De loin, on ne voit pas grand-chose. Approchons-nous. Si vous n'y connaissez rien en épigraphie, à première vue, vous n'allez pas voir grand-chose. Des lettres, des dessins, même en connaissant le latin, il y a peu de chances que vous établissiez le texte du premier coup. Car en épigraphie, les Romains utilisaient des abréviations pour gagner de la place. Abréviations qui étaient reconnaissables pour eux puisqu'ils y avaient souvent affaire. La plus connue d'entre toutes est le fameux SPQR. Si vous êtes un adepte de la Rome antique, vous savez déjà que cela se traduit par Senatus Populus Quae Romanus, et ce, sans faire d'effort. C'est la même chose pour les autres, simplement, nous ne les connaissons pas encore. Alors vous pourriez lire maladroitement la lettre D, deux dessins, la lettre M, Iuliae Maianae Feminae Santeximae, Manu Mariti Crudelissime Interfectque, Ante Obit, Quam Fatem Dedit Cum Quo Ulx An, le chiffre 28, Ex Quo Liber Procreat Duos Puerem, An, le chiffre 18, Puella Manor, le chiffre 17, O Fides, O Pietas, Iun Maior Fra, Ter, Soror Dulcis, et I, Ienuinus, Januaris, Phil Eius, P, V, B, A et D. Bon, à ce stade, si vous connaissez le latin, vous avez de bonnes cartes en main, et vous connaissez certains mots. Vous comprenez peut-être même de quoi il s'agit. Vous avez reconnu Julia Maiana. Cependant, vous remarquez qu'il y a des abréviations, la lettre D, M, V, B, A, D, et qu'il manque les terminaisons de certains mots. C'est dommage. En latin, ce n'est pas inutile de connaître la terminaison des mots. Il va falloir faire un effort supplémentaire pour retranscrire l'inscription.
Grâce à d'autres données, des inscriptions ou des textes, peu importe le support, on peut comparer. Il y a un formulaire, c'est-à-dire une façon d'écrire à laquelle les Romains manquaient rarement. Il faudrait définir de quel type d'inscription il s'agit. Une loi peut-être, ou une stèle funéraire, il faut trier les données. Par exemple, si c'était un texte émis par le Sénat, on aurait tout en haut les lettres S et C pour Senatus Consultum. Bon, ici ce n'est pas le cas, les premières lettres visibles sont le D et le M, séparés par 2 dessins, mais sur la même ligne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que signifient les lettres D et M, seules les mauvaises réponses seront acceptées. D et M, si c'est la première inscription que vous voyez de votre vie, ça ne doit pas vous évoquer grand-chose, mais on a beaucoup de chance car on a à notre disposition ce qu'on appelle des corpus d'inscriptions. Il y en a plusieurs, le plus connu c'est le CIL, le corpus des inscriptions latines, qui a été mis en chantier que l'année suivante de notre découverte, en 1856, le CIL ayant été mis en chantier qu'à partir de 1857, mais il y a déjà des corpus. Ces corpus nous permettent de comparer et de comprendre. Et sans surprise, le D et le M sont fréquents. Et on tient l'explication. D et M, ça veut dire diis manibus, les dieux mânes. Ce sont les dieux des âmes défuntes. Ils sont invoqués pour protéger cette dernière. Les 2 dessins que vous voyez entre les deux ne vous sont pas inconnus non plus si vous êtes de Lyon. Il y en a partout sur les stèles funéraires que l'on trouve dans la région. La seule évocation des dieux mânes nous permet de confirmer que nous sommes face à un monument funéraire. Comme les dessins nous rappellent d'autres inscriptions, nous pouvons faire la lumière sur les autres abréviations du texte et, en comparant avec d'autres inscriptions, tenter une retranscription. Je vous mets sur le site de Caput Mundi la transcription complète pour que vous compreniez bien comment le développement fonctionne. J'ai utilisé la transcription du musée de Lyon que j'ai légèrement modifiée car il y avait une erreur sur le chiffre, celui de l'âge de la fille, et pour retranscrire une épigraphie, il y a des règles de latin à connaître et je vous invite à consulter les manuels d'épigraphie que je vous mets en bibliographie. Par exemple, le nom du défunt apparaît soit au nominatif, c'est le sujet du verbe qui suit, au génitif, c'est le complément des dieux mânes, ou au datif. Ici, c'est Juliae Maianae, c'est donc le génitif. Ceci dit, maintenant que tout est développé, nous pouvons en savoir plus sur l'inscription. Et ce, même avant de la traduire. La dernière phrase, pour les lettres S, V, B, A, D, on trouve Ponendum curaverunt et subacia dedicaverunt. Lacia. C'est un mot commun dans la région de Lyon. Et si vous aviez trouvé cette inscription, il y a fort à parier que vous l'ayez déjà vue quelque part. L'acia était un outil représenté sur certains tombeaux gallo-romains, ayant d'un côté la forme d'une pioche et de l'autre la forme d'une hache. Et cette description correspond aux 2 dessins présents sur le haut de l'inscription, entre le D et le M. Il n'y a donc plus de doute sur le fait que ce soit une inscription funéraire, si doute il y avait encore. L'acia est commune dans la région lyonnaise. Je vous invite à lire l'article de Paul-Louis Couchou et Amable Audin, Requiem Aeternam, l'acia instrument et symbole de l'inhumation, si vous voulez en savoir plus. Cela nous éclaire aussi sur la cavité en bas de l'inscription, une cavité qui pouvait contenir une urne ou tout simplement le témoignage d'une inhumation justement, souvent représentée par l'acia, outil servant à prévenir les passants de la présence du corps du défunt afin que la sépulture ne soit pas endommagée. Se pose alors la question de la datation. Pour nous aider, nous avons un faisceau d'indices que seuls les connaisseurs pourront, il est vrai, interpréter. Pour dater une inscription, il faut analyser la langue, les symboles utilisés, et comparer le style et le contenu à d'autres inscriptions de la même période, comme pour les abréviations. Cela peut aider à établir une plage de date approximative pour l'inscription. Différents styles d'écriture et caractéristiques linguistiques sont associés à des périodes de temps spécifiques. Ici, d'après l'historien Pilar Pavone, nous nous situons à la fin du IIIe siècle et au début du IVe siècle. Félicitations, vous en savez à présent beaucoup sur cette inscription, et pour travailler dessus, il ne nous reste plus qu'à la traduire. Au dieu Mâne, et au repos éternel de Julia Maiana. Femme très vertueuse, assassinée de la main d'un cruel mari, morte avant le terme fixé par le destin. Elle a vécu avec lui 28 ans, et eu de lui 2 enfants, un garçon de 19 ans et une fille de 18 ans. Ô foi, ô piété conjugale, Julius Major, son frère et sa sœur bien-aimée, et Marcus Genuinius Januarius, son fils, ont élevé ce tombeau et l'ont dédié sous l'acia.
C'est pas le plus simple de traduire une inscription dont il nous manque le contexte, et qui plus est le contexte grammatical de certains mots. C'est le cas notamment de crudélissime, qui pourrait se finir par un i, par un e ou par un a. Dans la transcription que j'ai mise sur le site de Caput Mundi, j'ai choisi la première solution. Mais les 3 situations sont valables et permettent de savoir ce qui a été cruel et dénoncé. Soit la façon de mourir, soit le mari ou les mains même du mari. Dans tous les cas, nous comprenons à la lumière des 2 exercices que la mort de Julia Maiana a été cruelle et vécue comme telle. Quelques précisions avant de passer à l'explication du texte, nous voyons que cette inscription est dédiée à Julia Maiana. Nous comprenons qu'elle a été tuée par son mari, avec qui elle a été mariée pendant 28 ans et qu'elle a 2 enfants de lui. Les mots sont très élogieux pour Julia, une femme très vertueuse. Nous apprenons aussi qu'elle a un frère et le nom de son fils. Nous ne connaissons, après la lecture, ni le nom de sa fille, ni le nom de son mari, et nous allons voir pourquoi. En quoi cette épitaphe est originale ? Eh bien, il faut savoir que, de coutume, sur une épitaphe, on écrit d'autres choses. L'aju défunt, par exemple, sa profession. Quand il y a un mariage, on écrit des choses sur la concorde du couple, etc. Rarement les circonstances de sa mort en omettant le nom du mari. Vous l'aurez compris, nous avons sous les yeux l'ultime témoignage d'un crime, et n'ayons pas peur des mots, d'un féminicide. Pour comprendre ce féminicide et contextualiser cette source, jusqu'à en expliquer son existence, je vous propose de l'analyser en nous demandant comment est perçue cette mort violente et pourquoi son frère et son fils ont dressé cette pierre. Nous devons, je pense d'abord, examiner la victime, Julia Maiana. Ça ne nous aura pas échappé, c'est une femme, Juliae Maianae Feminae Sanctissimae, une femme mariée qui plus est, Manu Mariti, et une mère de 2 enfants. Si nous voulons en savoir plus sur Julia Maiana, je pense que nous devons alors nous demander quelle est la place d'une femme pendant l'Antiquité romaine. De nombreuses sources, littéraires cette fois, nous éclairent sur la question. Pour nous aider, Hochelaar, dans Minorité juridique et citoyenneté des femmes dans la Rome républicaine, nous cite Ulpien, homme politique et juriste du IIIe siècle. Les femmes sont tenues à l'écart des fonctions publiques et civiques. Elles ne peuvent être juges ou jurées, tenir des magistratures, paraître au tribunal et agir au nom d'autrui ou être procureur. Pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre ce qu'est un citoyen romain. Je vous encourage à lire Le métier de citoyen dans la Rome républicaine de Claude Nicolet, qui est un bon début même pour comprendre la citoyenneté à l'époque impériale. Rappelons tout de même que depuis l'édit de l'empereur Caracalla, en 212 de notre ère, tous les citoyens de l'Empire, les hommes libres ayant le droit de cité, sont citoyens romains également. Avec Julia Maiana, nous sommes donc bien dans une famille de citoyens romains établis en Gaule romaine. Et citoyen, celui qui dispose de droits, mais aussi celui qui respecte ses devoirs, et en premier lieu, celui de défendre la cité. Ainsi, les citoyens forment une communauté de guerriers composée de citoyens soldats. En fonction de sa fortune, il paye un tribut destiné à la défense de la cité. C'est le cas pour la période républicaine, et même avec les évolutions du 1er siècle avant notre ère, cela reste dans l'idée. Le citoyen est également celui qui peut participer activement à la vie politique de la cité. Dans le même temps, le citoyen a des droits. Le droit d'être élu magistrat, ius honorum. Le droit à la propriété, ius census. Le droit de faire appel au tribun de la plèbe pour être défendu, ius auxili. Ou encore le droit de faire appel au peuple après une décision de justice, ius provocationis. En termes de droit public, il faut également compter le ius sacrorum, c'est-à-dire le droit de participer au sacerdoce. À ces droits et devoirs relatifs à la vie publique s'ajoutent des droits civils d'ordre privé. Ceux-ci sont essentiellement le droit de se marier légalement avec une personne d'origine romaine, le ius connubii, le droit d'acheter ou de vendre sur le territoire romain, ius commerci, ou le droit d'intenter une action judiciaire devant le tribunal romain, ius legi actionis, tel que nous l'explique Hochelaar. De toutes ces choses, les femmes ont été tenues à l'écart. La jurisprudence romaine, probablement issue de la loi des 12 tables datée du 5e siècle avant notre ère, prévoit que même majeures, les femmes doivent rester sous tutelle en raison de leur légèreté d'esprit. Même après la mort du père ou du mari, un tuteur doit être désigné. Dans l'esprit des Romains, elles doivent toujours être sous tutelle, même lorsqu'elles semblent conduire leurs propres affaires. Pour nous rapprocher de notre sujet, notons que l'épouse romaine est sous la manus de son mari. De fait, il y a 2 types de mariage à l'époque, sine manus ou cum manus. Dans le cas d'un mariage sine manus, la femme reste sous la tutelle de sa famille d'origine. Ce terme nous intéresse, car comme je l'avais expliqué plus tôt, notre texte est lacunaire. Donc l'expression manu mariti a été interprétée par les historiens et pourrait faire référence soit à la main cruelle du mari, soit au mariage cum manus, qui était lui-même cruel pour Julia Maiana. Quoi qu'il en soit, nous sommes ici face à un jeu de mots. Ce qui compte finalement, c'est de comprendre que la femme romaine ne dispose pas de ses droits de la même façon qu'un homme romain.
Si l'on peut observer plusieurs cas d'émancipation de femmes romaines, techniquement, elle est sous tutelle. La tutelle d'un homme, un frère, un oncle, voire un membre extérieur de la famille. Ce qui explique cette impression d'émancipation, c'est que dans certains cas, les hommes qui ont sous leur tutelle une femme ne sont pas contraignants. Pour aller plus loin, au-delà de la tutelle, la femme a une vraie place à tenir dans la société romaine. Car il est un terme que l'on serait tenté d'utiliser, mais qui l'était très rarement pendant l'Antiquité, c'est celui de citoyenne romaine. D'abord, comment dirait-on citoyenne romaine en latin ? Cicéron, dans son Probalbo, écrit civis romana, au sujet de la prêtresse grecque de Cérès. En effet, pour respecter la coutume, la prêtresse devait venir de Grèce et être faite citoyen de Rome. Ceci afin que le culte ait effet en faveur de la cité. Il s'agit donc d'une citoyenneté active. Cicéron associe donc le terme de civis romana à celui de mente civili, l'esprit de citoyenne. Il est attendu de cette prêtresse qu'elle agisse en ayant à cœur les intérêts de Rome, parmi lesquels des intérêts directement politiques et militaires, comme on l'attendrait de n'importe quel citoyen, nous explique Aude Châtelard. Plus tard, dans le droit romain, le terme apparaît, mais cette fois il ne s'agit pas d'une citoyenneté active, mais d'une dénomination en rapport avec le mariage romain. Car le droit de marier une femme romaine n'est pas anodin pour le droit de la cité. Se marier à une femme romaine, c'est s'assurer que ses enfants seront romains. C'est pourquoi il est très encadré. On peut alors se poser la question de la place de la femme dans une société où le sésame de la citoyenneté romaine est avant tout donné par les femmes. Pour aller plus loin, je vous encourage à lire l'article d'Aude Châtelard que je vous mets en bibliographie. Ce que nous apprenons pour notre texte, c'est que le rôle de la femme est central pour la famille. Et nous savons maintenant ce que la société romaine attend d'elle. Il ne s'agit pas ici de juger cet état de fait, mais de le comprendre. Reprenons notre inscription. La description de Julia Maiana est très élogieuse. On nous dit que c'est une femme très vertueuse, qu'elle a été mariée à son mari pendant 28 ans, qu'elle a eu de lui 2 enfants. On peut comprendre alors qu'il y ait un sentiment d'injustice. Julia Maiana a réalisé tout ce qu'on attend d'une femme romaine. Pourtant, elle est morte des mains de son mari, celui qui avait autorité sur elle. Ce que nous dit notre texte, ce n'est pas tant que Julia Maiana était une femme extraordinaire, mais que son mari était tout le contraire d'un bon citoyen. Ce texte, en fin de compte, peut se lire en négatif. Ce n'est pas un éloge de Julia, mais une dénonciation. Et je vous le dis tout de suite, il faut écarter de notre esprit que le mari romain a le droit de vie ou de mort sur sa famille et a fortiori sur son épouse. Ce n'est pas vrai. Il n'avait pas le droit de la tuer. Pour comprendre ça, il faut explorer un peu les mœurs romaines. Ce que nous percevons de nos jours comme une violence ne l'était pas forcément pour les Romains, comme aujourd'hui, tout se constitue autour du rapport de force. C'est ce que nous apprend l'article de Sarah Boringer, que je vous mets également en bibliographie. Dans son article, Sandra Boringer pose la question suivante à propos des violences sexuelles. Pour permettre la traduction transculturelle sans plaquer des catégories contemporaines, il s'agira alors de se demander comment, dans ces contextes, se produisait ce que nous nommons violence sexuelle. Il s'agit aussi de déterminer selon quelle logique ces sociétés percevaient ou non ces violences. Sont-elles graves? Créent-elles des dommages physiques, matériels, économiques ou psychologiques? Même s'il n'y a pas de catégorie spécifique, dans quelles circonstances une éventuelle réparation de ces actes était envisagée et sous quelle forme? C'est une question qui n'est pas facile à aborder en histoire antique car nous devons faire face au manque de sources sur la question. Retenons simplement qu'à ce stade de notre enquête, nous devons rester vigilants et nous demander non pas ce qui est juste, mais ce qui est prévu par la société romaine pour répondre à ces faits. Nous ne savons pas si l'assassinat de Julia Maiana a été jugé au regard de la loi romaine, mais nous pouvons nous demander si cela aurait été possible et la réponse est oui. Il existe une loi romaine qui définit l'assassinat d'une épouse comme un parricide, c'est-à-dire le crime de tuer quelqu'un de sa famille, je pense à la Lex Pompeia de Parricidis. La peine encourue pour ce crime, nous précise le juriste du IIIe siècle Martien, est la déportation et la privation de tous les biens.
Nous pouvons aussi constater, grâce à des faits similaires et mieux documentés comme le meurtre de Prima Florentia, que la condamnation pouvait aller jusqu'au suicide, disons, forcé, par honneur. Mais des rescrits étant des réponses de l'empereur ayant force exécutive, d'Antonin le Pieux, confirmé par Marc Aurèle et Commode, nous montrent que les peines étaient largement allégées, voire supprimées en cas d'adultère et de crime passionnel. Recours qui, dans une société d'hommes, devait être largement utilisé. Alors nous pouvons nous demander comment l'assassinat de Julia Maiana a été puni. Eh bien, je pense que nous avons la réponse sous les yeux. Se demander qu'est-ce que j'ai sous les yeux quand on traite une source ne suffit pas. Il faut aussi se demander pourquoi nous l'avons sous les yeux. Pourquoi cette inscription existe et qui devait la lire. Avec ces réponses, je pense que nous aurons levé le mystère de l'affaire Julia Maiana. Alors pourquoi cette inscription existe ? Parce que le fils et le frère de Julia Maiana l'ont fait faire. Et qui devait la lire ? N'importe qui, pouvant passer devant. Que devons-nous comprendre alors ? Il y a une intention claire d'attirer l'attention sur la figure du mari. Elle était toujours avec lui, cum quo, et par lui, ex quo, elle avait 2 enfants. Crudelissime est ici pour opposer la cruauté du mari, maritus crudelissime, à la vertu de Julia, femina sanctissima. Julia Maiana est restée dans les mémoires, mariée à un mari qui a fini par la tuer. Cette inscription, en bannissant le nom du mari, pourrait être considérée comme une forme de damnatio memoriae, c'est-à-dire une condamnation à l'oubli. Tout le monde sait qu'il est un criminel, mais personne ne retiendra son nom, jusqu'à nous, lecteurs du XXIe siècle. Il s'agit d'une vengeance, celui d'un fils et d'un frère. On remarque que la fille de Julia n'est pas citée dans la dédicace. L'une des raisons est que nous serions dans le cas d'une vengeance, action courante à Rome, et une affaire d'homme. Nous voici donc aujourd'hui devant le souvenir de Julia Maiana, la mémoire de son mari qui parvient jusqu'à nous, celle d'un criminel devant le tribunal de l'histoire. Voilà, c'est tout pour cet épisode consacré à l'épitaphe de Julia Maiana. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous intéresse pour l'avenir, à savoir prendre une source et l'étudier, ça change un peu de l'histoire événementielle. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter la bibliographie disponible sur le site de Caput Mundi. Je reste également ouvert à vos remarques, à vos précisions et à vos questions comme d'habitude. L'épigraphie est un domaine passionnant. Je vous invite à lire des manuels d'épigraphie ou des chapitres qui lui sont dédiés dans vos livres. Je pense par exemple au chapitre 13 de Rome, cité universelle de César à Caracalla, qui est devenu en un an un classique de nos bibliothèques romanisantes. Vous pouvez également témoigner de la même curiosité dans un musée. Je pense par exemple au musée de Rome si vous partez en voyage, qui sont remplis d'inscriptions a priori austères, mais qui peuvent révéler beaucoup de choses si on s'y attarde. Mais aussi le musée de la romanité de Nîmes, où les inscriptions sont nombreuses également et mises en scène pour redonner vie à ces écritures. Vous le savez, cet épisode sort à l'occasion du podcaston et nous mettons en avant aujourd'hui la Fondation des femmes. Ce qui m'a fait choisir cette association à l'occasion de l'affaire Julia Maiana, c'est cette citation de la Fondation des femmes elle-même. Ce ne sont pas les femmes qui sont fragiles, ce sont leurs droits. Je pense que même 2000 ans trop tard, la mort de Julia Maiana et le témoignage que nous en avons illustrent bien ces propos. La Fondation des femmes, je cite, abritée par la Fondation de France, est la structure de référence en France pour la liberté et les droits des femmes et contre les violences dont elles sont victimes. Grâce aux dons qu'elle reçoit, elle apporte un soutien financier, juridique et matériel aux initiatives d'associations à fort impact sur tout le territoire. Leurs actions sont diverses, je vous invite à consulter leur site internet et à faire votre promesse de don pour que le podcaston soit l'événement caritatif de ce printemps. Toutes les informations utiles sont bien sûr en description. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques jours pour continuer notre aventure Caput Mundi et suivre le destin de Rome à la tête du monde pour un épisode consacré au successeur de Tibère, Caligula.